travaille au Théâtre des Arts Modernes. Je suis en charge du centre de ressources là où nous sommes, ainsi que des relations publiques. On a imaginé depuis maintenant un certain nombre de saisons des rendez-vous autour de l'actualité marionnette et les accents marionnettes en font partie. Et évidemment, ce que j'aime bien, c'est nous réunir autour d'un livre, puisque nous sommes vraiment au sein d'une bibliothèque qui est dédiée à la discipline marionnetique. C'est un lieu, j'en profite pour le dire, si vous ne le connaissez pas, c'est un lieu qui est ouvert, sans abonnement. Vous pouvez venir consulter des ouvrages, des vidéos, certains dossiers aussi, du mercredi au samedi, sans inscription. Et l'accès est libre. N'hésitez pas si vous souhaitez en savoir davantage sur la marionnette et évidemment sur les liens foisonnants qu'elle peut entretenir avec d'autres disciplines artistiques, mais également d'autres aspects de notre vie. Et notamment, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la rencontre entre la marionnette et les soins du psychique, la question de la thérapie. Je vous présente Adeline Monjardet, avec qui nous allons discuter aujourd'hui, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Créer un atelier thérapeutique avec des marionnettes ». Adeline Monjardet est psychologue et elle a notamment travaillé pendant de nombreuses années, pas uniquement, mais je fais référence d'abord à son expérience en CLP, en santé psychologique, auprès d'enfants, préadolescents. Mais dans l'ouvrage, elle fait aussi référence, je ne sais pas si nous en parlerons aujourd'hui, à d'autres projets, à d'autres pratiques qu'elle a menées à l'étranger, je pense à l'étranger, mais aussi avec d'autres publics. Ce qui m'a donné envie, évidemment, de vous présenter cet ouvrage, c'est parce que ce n'est pas la première fois que j'accueille des membres de Marionnettes et Thérapie, association dont fait partie Adeline Monjardet, et qui est présente sur tous les festivals de Charleville. Je ne sais pas si vous connaissez ce temps fort aussi, qui a lieu tous les 2 ans à Charleville-Mézières. L'association organise toujours un colloque, donc c'est une association qui invite à chaque fois des marionnettistes et des professionnels du soin, que ce soit des psychologues, mais ça peut être aussi des éducateurs spécialisés, des art thérapeutes, des psychiatres, plusieurs personnes qui travaillent dans ce domaine. Et donc, dans cet ouvrage, ce qui m'a aussi énormément intéressée, c'est parce que de nombreuses personnes viennent souvent ici consulter des ouvrages ou sont intéressées de mener des ateliers avec différents publics, que ce soit des personnes handicapées ou des enfants qui peuvent avoir différents troubles psychiques ou de ce qu'on appelle aussi troubles de comportement, même si c'est pas le mot. Donc, cet ouvrage m'a énormément intéressée. C'est un retour d'expérience, beaucoup. Il est aussi très émouvant, puisqu'on parle d'enfants, mais voilà, on parle de personnes. Donc il y a aussi une attention très, très, très forte qui est portée à chaque individu dans cet ouvrage. Et plus particulièrement, ce que je souhaiterais, moi, aujourd'hui, c'est faire le lien entre ce travail-là et un théâtre, puisqu'ici nous sommes dans un lieu de programmation, un lieu qui accueille des artistes qui viennent présenter leur spectacle, et notamment de marionnettes. Et c'est la question que j'ai souhaité poser à Adeline Monjardet autour de cet ouvrage qui est riche, et donc je vous propose une lecture, un axe d'entrée possible, c'est la question du corps, puisque quand on pense à la thérapie, à la psychanalyse, au psychisme, on pense, enfin en tout cas moi je pense d'abord à l'esprit, vous voyez, à quelque chose aussi un peu, si on brode à l'âme, à ce qui peut être plutôt immatériel, à ce qu'on
palpée. Et la marionnette, même si c'est une discipline où le langage souvent se fait par le visuel, donc la matière est très présente. Il y a de la corporéité. Et en lisant ce livre, il est très 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 souvent fait référence à la question de troubles autour du corps, notamment de l'image du corps. Donc j'ai eu envie d'interroger en quoi la marionnette pouvait être une alliée thérapeutique, et notamment autour de la question du corps, de l'image du corps. Cet ouvrage, en préface, offre sa préface à Colette Duflo, qui est vraiment l'initiatrice, qui a écrit un des premiers ouvrages qui s'appelle Des marionnettes pour le dire, et qui a réellement développé, questionné la question de la marionnette et de la thérapie. C'est elle qui ouvre l'ouvrage et c'est elle qui fait le lien entre le travail artistique et aussi le travail du thérapeute. Donc qui met en exergue la qualité et le sens de cette rencontre entre marionnette et thérapie. Et je voudrais laisser la parole maintenant à Marie-Christine Boubian, qui est la présidente de l'association Marionnette et Thérapie, qui va aussi vous parler de sa rencontre avec Colette Duflo. Bonjour. Alors, dans l'introduction du livre d'Adeline Monjardel, Adeline indique que sa pratique de la marionnette en thérapie s'est beaucoup appuyée justement sur l'ouvrage dont vient de parler Morgane, l'ouvrage de Colette Duflo, Des marionnettes pour le dire entre jeu et thérapie. Alors, il est paru une première fois en 1992 dans une petite maison d'édition dépendante du journal des psychologues qui a fermé la porte. Et devant l'intérêt de ces travaux, de ces écrits, Marionnette et Thérapie, avec l'accord de Colette Duflo, a réédité ces ouvrages. Donc, ce livre est réédité, revu par Colette Duflo elle-même, qui, quoique âgée, toujours extrêmement vive dans sa pensée. Et donc, ainsi qu'un autre ouvrage qui s'appelle La marionnette en psychiatrie, qui est un recueil d'articles et de conférences, parce qu'elle a beaucoup fait d'articles et de conférences. Voilà. Alors, Morgane l'a déjà dit. Dès cette époque, cet ouvrage, il présente une approche clinique et théorique en référée à la psychanalyse, en fait, à la conception du psychisme en psychanalyse et à l'approche, on pourrait dire, du sujet, toujours en mouvement, en création, en difficulté, qui a élaboré les choses, enfin, etc. Bon. Donc c'est pour ça qu'il fait toujours référence pour nous. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce livre, il est paru à une époque où on ne parlait pas encore beaucoup d'art-thérapie. Ça s'est beaucoup développé, ce terme art-thérapie. On commençait un peu à parler dans les milieux psychiatriques, psychose de l'enfant, mais aussi de l'adulte, de ce qu'on appelait les médiations thérapeutiques, c'est-à-dire toutes ces créations plastiques, marionnettiques, ateliers de lecture, de poésie, de danse, enfin toutes sortes de médiations, justement où le corps a une place, la parole a une place aussi, mais pas que la parole, on pourrait dire. Donc là je parle en psychologue et psychanalyste. L'idée qu'on en a, c'est que la psychanalyse, c'est la cure par la parole, comme le nommait Freud. Et donc, depuis bien longtemps, les personnes, les soignants qui travaillent, surtout avec des personnes qui ont des problèmes importants, de psychose et d'autisme, notamment,
mais pas que, des troubles psychosomatiques, enfin toutes sortes de troubles, savent que la parole parfois ne suffit pas, ou parfois la parole n'a pas, pour la personne qui la prononce, l'effet escompté. C'est-à-dire, par exemple, certains autistes, ceux qui d'entre vous travaillent avec ces personnes-là, savent que peuvent parler un peu comme un magnétophone. On se demande où ils sont dans leurs paroles. Donc les thérapeutes ont été amenés à se déplacer et à s'intéresser aussi aux productions artistiques que quelquefois certains patients faisaient spontanément. Il y a eu le mouvement de l'art brut, enfin il y a eu toutes ces choses-là. Voilà. Donc je vous situe ça parce que c'est par rapport à ce que tu disais, je ne dis pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais c'était aussi toute une époque dans la société, et dans l'évolution, on pourrait dire, le questionnement quant aux soins possibles pour des personnes ayant des troubles psychiques. Voilà. Alors, donc, Colette Duflo, donc elle a écrit ce livre dont on a parlé. Donc, elle animait déjà des ateliers thérapeutiques en 1976, quand elle commençait à écrire des articles, bien avant d'avoir écrit ce livre. Et elle a rejoint la commission thérapie de ce qui s'appelait à l'époque Unima France, qui s'appelle maintenant TEMA. Voilà. Donc cette commission réunissait des marionnettistes, mais aussi des psychologues, des psychanalystes, des enseignants, enfin des personnes qui se réunissaient pour échanger sur leurs pratiques. Et en 1978, l'association s'est autonomisée, on peut dire, s'est créée, justement pour un petit peu développer, approfondir le champ de la recherche et de la formation sur, on pourrait dire, cette branche de l'usage de la marionnette, qui est l'usage de la marionnette en thérapie. Voilà. Alors, me concernant, en 1978, je ne connaissais pas encore les écrits de Colette Duflo, mais j'étais déjà psychologue et dans un établissement accueillant des adultes handicapés mentaux, dont certains avaient des troubles psychiques, beaucoup avec des troubles psychiques importants, pour différentes raisons, mais très majoritairement des raisons psychiques. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est un patient qui bégayait, qui m'a mis sur la voie des marionnettes, puisqu'il venait en entretien, et un jour il m'a dit, j'ai du mal à parler en face à face, est-ce que vous pouvez m'aider à faire un spectacle de marionnettes? Donc moi je me questionnais aussi, on pourrait dire, sur le type de médiation, pouvons venir appuyer sa parole, en fait, en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça génial, mais maintenant, moi, je ne savais pas comment faire du tout. Donc j'ai cherché, et j'ai entendu parler d'une psychologue qui travaillait en psychiatrie adulte, donc Colette Duflo, qui à l'époque n'avait pas encore écrit son livre, mais avait écrit plusieurs articles, dont un article. Alors elle travaillait dans un hôpital de l'Ouest, et moi, à Mayenne, au centre hospitalier de Mayenne, et moi j'habitais, et j'habite toujours, j'ai toujours exercé à Nantes. Voilà. Donc il y avait une petite revue des psychologues des Pays de Loire, voilà, et qui organisait de temps en temps des petites journées, enfin des choses comme ça, et puis il y avait un compte rendu. Et donc j'ai pris connaissance avec ce que disait Colette Duflo, disant que dans le dispositif, alors c'est ça qu'elle avait formalisé, on pourrait dire, parce que d'autres thérapeutes l'utilisaient dans leur cabinet ou dans leur
service. Mais elle l'avait fait harmoniser, puis elle l'avait transmis, elle avait écrit des choses. Elle disait qu'elle proposait un travail en groupe qu'elle situait entre jeu et thérapie. Voilà. Hein, entre création et thérapie. Voilà. Et un travail de groupe où chaque patient était invité à créer une marionnette à son idée. À l'époque, c'était des marottes qu'elle proposait. Voilà. Et donc, déjà, la question de l'image du corps venait. Est-ce que tout le monde sait à quoi ressemblent des marottes? Vous voyez, souvent, de manière très succincte, c'est vraiment... généralement, elles sont assez petites, hein, je dirais à peu près 20-30 cm. Elles sont sur pied, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pied, elles sont sur il y a un bâton sur lequel il y a un socle, et vous avez juste une tête, parfois des bras. Donc voilà, c'est vraiment juste le haut. Et souvent, elles sont assez statiques. Hein, c'est vraiment des choses... Un tissu pour faire le corps. Avec une main prenante, la main du marionnettiste qui peut se glisser sous le tissu d'un côté, et de l'autre côté, le tissu est plus ou moins fermé sur le bâton, ce qui fait qu'on a l'apparence d'un corps. Mais elles ne sont pas tous manipulables. Parfois, elles sont juste, c'est vraiment sur les bâtons et on peut les... Oui, mais elles sont aussi manipulables, ça dépend de la fabrication. Mais c'est vrai que c'est le degré presque zéro de la marionnette. C'est pas forcément les plus anciennes, mais elles sont aussi liées, parce que la marionnette a d'abord été dans les églises, donc c'est aussi lié à l'histoire sacrée. Vous savez, comme les vitraux, comme aussi les santons, elles étaient là aussi pour raconter la vie, l'histoire, pardon, les écritures saintes, et donc elles étaient, c'est vrai, d'abord support avant d'être objets de jeu. Donc, on pourrait dire le monde de la marionnette a beaucoup changé depuis 1981 aussi. Donc, en fait, voilà. Alors, j'y reviens. Donc, elle présentait un dispositif dans lequel la fabrication, chaque participant était invité à fabriquer une marionnette à son idée. Hein. C'est-à-dire sans projet préalable de spectacle. Hein, ou sans projet défini de représenter une personne donnée bien précise. Hein, et une marionnette à son idée qui constituait un préalable à la mise en forme et à la mise en jeu par le groupe de patients d'un scénario collectif. Hein, voilà. Donc ça s'appelait un atelier marionnette, je ne sais pas comment, ça dépend des endroits, à visée thérapeutique ou un atelier thérapeutique avec médiation marionnette, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais en tout cas ça avait un début, une fin, les patients venaient régulièrement, voilà. Hein, mais ça avait une fin aussi. Hein, voilà. Pour certains patients, disait Colette Duflot, l'intérêt de la création d'une marionnette à son idée préalablement, à la mise en jeu et en parole, hein, voilà, était que ces patients-là, souvent très souffrants, hein, sans désir ni parole et enfermés en eux-mêmes, souvent la marionnette fabriquée constituait comme une sorte de pré-texte, pré-texte, hein, à la mise en forme, prétexte, une première mise en forme de questions intimes, hein, jusque-là indicibles parce que non représentées psychiquement. Hein, c'est-à-dire que c'est des patients tellement souffrants dans certaines formes de psychose, c'est des patients qui peuvent, je ne sais pas, avoir un vécu du corps dissocié, ou des hallucinations, ou des choses comme ça, ou une impossibilité de contact avec l'autre. Hein. Donc, ce n'est pas des personnes avec qui c'est très facile d'engager une cure par la parole. Voire, ça peut être pour eux menaçant. Ils peuvent avoir l'impression, hein, qu'on prendre un risque. Hein, voilà. Tandis que la mise en forme de toutes ces questions-là dans ce personnage-là, hein, constituait comme un rassemblement, peut-être, hein, une mise en forme de
questions indicibles et non représentées, parfois même pour le sujet lui-même. Hein? C'est-à-dire que, hein, voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là, je ne vais pas être trop longue, parce que je laisse, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup, disons, ça m'a fortement intéressée, parce que je travaillais avec des personnes qui avaient souvent des gros problèmes, on va dire, identitaires. Hein? C'est-à-dire que, justement, l'image d'eux-mêmes, l'image de leur corps, mais l'image d'eux-mêmes, hein, en tant qu'homme ou femme, enfin, de tel âge, de tel autre, voilà, ne les avait pas, ne s'étaient pas constitués, on peut dire, en eux-mêmes, hein, et ça se percevait à différents symptômes. Hein, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup intéressée. Du coup, j'ai proposé ce dispositif de travail que j'ai pratiqué pendant presque 30 ans dans l'établissement où je travaillais, avec ces personnes-là. Donc, c'est pas du tout... alors, voilà. Je pense que Adeline va vous présenter une autre pratique. Hein. D'abord, c'est avec des enfants, et en plus, c'est avec des enfants qui n'ont pas des troubles aussi profonds, aussi, hein, je veux dire, du côté de l'archaïque, du narcissisme primaire, vraiment la constitution de soi, c'est quand même un peu différent. Donc, en tout cas, moi, j'ai pratiqué cela et ça m'a... Et j'ai été rencontrer Colette Duflo, qui m'a dit qu'elle venait de constituer avec d'autres personnes une association. Et donc, il paraît que j'ai fait un des premiers stages en 1980, proposé par l'association, justement, l'association qui, du coup, avait un peu cette mission-là, ça fait partie de ses activités, de proposer un complément de formation à des personnes qui ont déjà une formation, soit des artistes, soit des thérapeutes, hein, mais qui sentent bien que là, l'usage de la marionnette en thérapie, hein, à visée thérapeutique ou à visée éducative ou à visée d'expression, je veux dire, c'est presque un peu un autre métier, hein, qui est au carrefour, et que du coup, voilà, c'est pour ça aussi que nos stages sont toujours co-animés, ça c'est resté, par un marionnettiste et un psy, hein, par rapport à d'autres courants d'art-thérapie. Nous, on est resté comme ça avec cette articulation. Hein, voilà. Et puis l'association qui a fêté ses 40 ans. Voilà, l'association va fêter ses 40 ans demain, grâce au Mouftar qui nous accueille dans ses locaux. Voilà. Et pour toi, Adeline, comment s'est fait la rencontre avec la marionnette? Oui, alors écoute, je peux répondre déjà oralement, mais je vais quand même m'appuyer sur un texte, parce que c'est un texte assez élaboré. Et pour également une autre raison, c'est que je croyais bien avoir perdu ma voix juste avant de vous rencontrer. Alors oui, là je force un peu, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Si ça ne va pas jusqu'au bout, mon texte est écrit et dit-on par qui prendra la suite. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai rencontré la marionnette, à vrai dire, je ne sais pas, parce que j'en avais quelques-unes dans mon bureau de psychologue. Comme j'avais été psychomotricienne avant d'être psychologue, j'étais très intéressée par ces petits personnages un peu énigmatiques, mais je ne savais absolument pas quoi en faire. Ce qui fait qu'il devait y en avoir d'autres, pas relégués dans une boîte au fond de mon bureau. Et simplement, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez étrange, c'est que les enfants que je recevais avec leurs parents les découvraient, ces marionnettes. Et une fois qu'ils les avaient découvertes, ils s'en saisissaient. Et si les parents leur laissaient un peu de temps pour s'exprimer, ils apportaient alors soit un résumé de ce que les parents venaient de dire, les concernant, soit leur propre petite histoire, ce qu'ils avaient envie de dire, mais à travers la marionnette. Et là, ça a commencé à m'intriguer, on commençait à me dire, tiens, c'est un objet particulièrement curieux, mais je n'en faisais toujours rien.
Et il se trouve que dans le CMP dans lequel je travaillais, une pédopsychiatre connaissait l'usage thérapeutique de la marionnette. Elle était elle travaillait également à Sainte-Anne. Non, c'était pas à Sainte-Anne d'ailleurs, c'était à Maison-Blanche. Et à Maison-Blanche, il y avait un atelier d'adultes aux troubles graves de la personnalité qui adultes, oui, qui mettait en scène les marionnettes. Alors, je ne sais pas le détail, mais je sais qu'elle m'avait emmené voir au théâtre de la rue du Renard, là près du Châtelet, un spectacle qu'ils avaient monté, et j'avais été extrêmement étonnée, extrêmement séduite par la qualité de ce spectacle. Et en revenant, elle m'a dit qu'elle pensait que ça pouvait être intéressant pour recevoir les enfants du centre dans lequel on travaillait, et en particulier les enfants qui ne souhaitaient pas avoir une thérapie en face à face, une thérapie individuelle. Justement pour les enfants, je vais me permettre de te couper. Pour les enfants, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses au niveau de la thérapie avec des enfants? Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de pratiques? Est-ce qu'il y avait beaucoup de psychanalystes qui faisaient ce travail? Ou justement, là aussi, c'était quelque chose en défrichage? En défrichage. Ah, c'était complètement en défrichage, d'autant plus qu'on n'avait pas de formation. Elle avait une formation sur le tas, je pense, parce que l'association n'était pas encore là. En fait, nous, on s'est accroché au premier wagon de l'association, mais c'était déjà autour des années 80, donc l'association était naissante. Juste, c'était en défrichage en France. Hein, voilà, c'est ça. Parce que dans d'autres endroits, notamment en Suisse, il y avait Madeleine Rambert, qui en 1946 ou 49 avait déjà écrit un article dans une revue de psychiatrie qui s'appelait La cure avec les guignols en psychanalyse affective. Voilà. Et ça me permet aussi de te dire que dans l'ouvrage, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a aussi tout un éclairage sur l'histoire de la psychanalyse. Donc vous avez aussi des références à des... Vous allez aussi s'entretenir avec ça. L'enfant semble en souffrance et investit très peu son cadre scolaire. Il paraît déprimé. Sa mère, lors d'un entretien, me confiera sa déception. À la sortie de l'avion, elle s'attendait à voir un petit garçon qui se jetterait dans ses bras. Ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire. Marion lui manifeste depuis son arrivée quelque chose qui ressemble à de la méfiance, une distance froide et silencieuse qui la fait beaucoup souffrir. Je ressens les mêmes sentiments vis-à-vis de moi. Et je ne peux, du coup, devant un transfert aussi négatif, envisager de le recevoir en thérapie individuelle, d'autant qu'il ne le souhaite pas. C'est alors que je lui propose l'atelier marionnette qu'il accepte volontiers. Donc cet atelier consiste dans un premier temps dans la fabrication de la marionnette, puis dans un deuxième, son animation en scénettes qui sont toujours individuelles. 4 autres enfants, à peu près du même âge, présentant des troubles plus ou moins similaires, y participent. Ce pas des enfants profondément atteints, c'est des enfants soit inhibés, soit hyperactifs, soit ayant subi un trauma. C'est à peu près les situations les plus fréquentes que l'on rencontre d'enfants qui ne veulent pas parler d'eux-mêmes, mais qui veulent bien venir dans un groupe d'enfants. Alors, je ne vais pas reprendre là, à ce moment-là, les éléments de la fabrication de la marionnette, parce que je pense que vous les connaissez. Hein. La terre, donc cette matière malléable qui s'offre à l'imaginaire et à la projection d'éléments émotionnels qui sont à l'intérieur de l'enfant, l'intimité de l'enfant, l'eau, la peinture et les vêtements, avec un vêtement qui est quand même très particulier, la gaine, parce que c'est un vêtement qui à la fois cache, couvre et qui est unisexe, hein, qui est une espèce de
kimono. Certains enfants veulent ajouter un pantalon, des jambes de pantalon, mais c'est assez rare. Je dirais juste que concernant la fabrication dans le livre, il y a une grande attention qui est portée justement aux différents moments de fabrication. Moi, ce qui m'avait vraiment beaucoup marqué, c'était l'attention portée à la peau, donc le fait que les enfants vont peindre ou pas les têtes, la question des cheveux, il y en a qui vont les brosser. Enfin, il y a une attention, non seulement des enfants, une attention, une violence par rapport à la tête, mais surtout une attention d'Adeline Monjardin dans la description de la fabrication que j'ai trouvée vraiment très, très intéressante. Voilà, encore une fois, les questions de peau, de beauté et de soins aussi. Alors, la question de la peau, elle est intéressante parce qu'on peut faire un peu ce qu'on peut avec la terre. On peut la laisser très brute, très rugueuse, on peut la lisser. Certains enfants lissent très longtemps, comme s'ils voulaient caresser la peau de leur marionnette, comme si eux-mêmes soit avaient manqué de caresses, soit en avaient eu, et refaisaient les caresses qu'ils avaient reçues à l'enfant marionnette. Et d'autres enfants laissent la peau très rugueuse, presque agressive. Hein. C'est une peau qui devient piquante, rugueuse. Alors la question de... Excusez-moi, par rapport à la consigne, quelle était la consigne que vous donniez à ce moment-là? Parce que je pense que la consigne a un rôle très important. Oui, alors... Est-ce qu'elle était large ou restreinte? Je ne sais pas si c'est large ou restreint, mais chaque enfant était sollicité à faire une tête de marionnette à partir d'une boule de polystyrène, de cette taille-là, pour 4 cm ou 6 cm de diamètre, et avait à sa disposition un bloc de ce qu'on appelle la pâte tasse. C'est une pâte assez fine qui se modèle bien et qui sèche, qui est auto-durcissante. La peinture, elle était quasiment obligatoire. C'était pas au choix de faire ou pas faire la peinture. Après la tête, une fois que l'enfant se satisfaisait de sa tête, on passait à la peinture. Et parfois au vernis aussi, parce que ça donne une jolie couleur à la peau, le vernis. Et ensuite, la fabrication de la gaine. Et pour moi, c'est aussi important que l'enfant fasse lui-même sa gaine, parce que là aussi, il y a une transposition de son image corporelle. Et pour simplifier les choses, on avait fini par acheter de la feutrine. C'est très joli et c'est très facile à coller. Donc j'avais un modèle de gaine, l'enfant devait suivre le modèle, hein, comme un patron, couper et puis coller. Alors j'en ai amené d'ailleurs 2 marionnettes, des marionnettes faites... Oui. Donc quelle était la consigne donnée? Comment est-ce qu'il était bien dit aux enfants une marionnette à votre idée? Qu'est-ce qu'il était dit? Est-ce que c'était Je me piège un peu là. Est-ce que je disais à votre idée? Je suppose que oui. Mais est-ce que c'était exactement à votre idée que je disais? Faites une marionnette comme vous voulez. Bien sûr. Alors, il se trouve que ces 2 marionnettes là que je vous ai apportées, c'est un peu des marionnettes que j'ai retrouvées dans une maison de quartier, parce que j'ai fait aussi un atelier dans une maison de quartier du 13e arrondissement. Les marionnettes qui ont servi au CMP n'ont pas été gardées. Elles n'ont pas été jetées immédiatement parce que j'aime pas du tout jeter des marionnettes faites par les enfants. Et puis on ne sait jamais s'ils veulent. Bon. Et puis quand elles ont encore un impact sur soi, c'est difficile de les jeter. Celles-là ont moins d'impact parce que c'est des enfants qui allaient mieux, bien qu'ils n'allaient pas parfaitement bien. Mais ça correspond tout à fait au genre de marionnette que se faisait au CMP. Une petite fille, un petit diable très noir, un enfant qui venait de perdre son père l'été précédent. Alors, je voudrais continuer sur le corps parce qu'il y a un point qui est intéressant et Mario m'a fait repenser. Hein? Oui, bien sûr. On ne soit pas fragile. J'ai une remarque à faire. Quand on parle du corps, et par exemple, quand vous montrez ces marionnettes, pour moi, c'est des marionnettes qui n'ont pas de corps. C'est
c'est une tête avec une robe. Oui. Justement, il n'y a pas de corps. C'est la marionnette gaine, hein? Et finalement, le corps, c'est la main qu'on va mettre dans la marionnette. Oui, mais c'est pas la main brute. C'est pas la main comme ça, je montre ma main. C'est quand même couverte, la main. Mais ça veut dire que la main va devenir le corps de la marionnette. Donc c'est une partie du corps de l'enfant qui devient le Oui. corps de la marionnette. On est tout à fait d'accord. Une partie du corps de Il n'y a pas l'enfant. de représentation du corps. Oui, si on veut, sauf que quand même, pour moi, cette gaine et la fabrication de la gaine, c'est-à-dire que l'enfant il retrouve la droite, la gauche, le devant, le derrière, représente quand même un corps. Et l'animation de ce corps ne se fait qu'avec sa propre main, effectivement. Donc il y a... je voudrais bien revenir sur la question de la main, parce qu'elle est importante. Il y a quand même la question de tuteur. Et puis après, il y a aussi est-ce que l'enfant va sur la robe, comment il va la décorer. Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément... Mais le visage est robe quand même. Je pense que chacun peut aussi projeter, là vous projetez quelque chose, moi je projette quelque chose un peu différent. C'est un peu la fonction de la marionnette d'être un objet de projection. Ce que vous voyez n'est pas tout à fait la même chose que ce que je vois ou ce que les enfants voyaient. Mais en tout cas, ils comprenaient très bien que la marionnette, pour s'animer, avait besoin de leurs mains et de leurs bras pour entrer en scène. Voilà, donc c'est une question à débattre. Je peux ajouter une petite chose? Oui, oui, bien sûr. Par rapport à cette affaire du corps, je me rappelle, puisque ça fait longtemps que j'ai rencontré Colette Duflo, donc on lui disait aussi la même chose. Hein, et elle rappelait que pour tout un chacun, dans notre construction identitaire, on va dire, je ne parle pas... reconnaître son visage, c'est ça qui est prédominant. Hein, voilà. Reconnaître, par exemple, son visage dans le miroir, hein, c'est quelque chose qui est prédominant, et que justement, dans les pathologies psychotiques, on voit des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le miroir, qui ne reconnaissent pas leur visage. Hein, voilà. Ceci dit, c'est ce que disait Colette Duflo. Et moi qui ai travaillé avec des personnes qui avaient plus de problèmes au niveau de l'image du corps psychique, hein, moi j'avais été amenée dans les ateliers, mais parce qu'avec ces adultes-là, à leur proposer de fabriquer des marionnettes avec un corps. Avec des corps grands, maigres, même sexués, quelquefois. Hein. Mais c'est parce que je travaillais avec ces personnes-là. Je pense que les personnes avec lesquelles, les enfants avec lesquels travaille Adeline, comment dire, il y a quand même une construction, je parle psychique du corps, qui est comme interne, qui est déjà plus faite, plus assurée. Hein. Donc, elle peut proposer des choses plus, on va dire, symboliques. Voilà. Du coup, ça va être un peu symbolique. Ça va être le même corps pour les hommes et pour les femmes, mais certains vont rajouter, mettons, une cravate, d'autres vont rajouter, je sais pas, un collier féminin, enfin, voilà. Oui, non, mais je trouve que très intéressant l'environnement de Marie-Christine, je crois que c'est très juste. Alors, je voudrais revenir, c'est un peu parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois que le temps quand même s'écoule. J'ai trois descriptions qui ont été faites à partir de la marionnette de Marguerite, une par moi, la dernière, et les deux précédentes par une stagiaire qui avait aidé un peu Mario à faire sa marionnette à un moment où il était en difficulté, où on sentait qu'il avait besoin d'une présence à ses côtés. C'est elle qui avait assuré ça. Donc je reviens sur cette question des mains en disant simplement en préalable que pendant des années, j'ai totalement omis de les proposer aux enfants.
Et il ne semblait pas en avoir été gêné, mais les marionnettistes, par contre, savent combien les mains aident l'expression du sujet, l'accompagnant ou le trahissant. Et alors, c'est un débat intéressant, et moi, je n'avais pas d'a priori, j'ai juste constaté que les enfants ne les réclamaient pas. Pas plus, on pourrait dire que le bas du corps, une fois qu'ils avaient admis le vêtement unisexe qu'est la guerre. Bon. Alors, pourtant, Mario a voulu faire des mains à sa marionnette. Et c'est le seul enfant, à ma connaissance, en plus de 20 ans d'atelier, donc pas mal d'enfants, qui demandait à faire des mains. Alors, voilà la description faite par Annine Beaupère. Il a découpé le morceau de tissu comme pour faire les pouces. De ce fait, les mains ressemblent à des pinces comme pour agripper quelque chose, pincer, voire faire mal. Cela rappelle une anecdote qu'il a racontée à un psychologue. Lorsqu'il était en Guadeloupe, au moment de la récréation, les enfants essayaient d'attraper les crabes, mais lui n'y arrivait pas. Sa marionnette est-elle une marionnette crabe qui ne veut pas qu'on l'attrape, ou est-elle un enfant crabe qui tient sa vengeance par rapport à cet échec devant les autres enfants? Elle a posé la question, on n'a évidemment pas la réponse. Hein. C'est peut-être un peu des deux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à travers la présence de ces mains qui ressemblent à des pinces de crabe, quelque chose de l'enfant, de l'agressivité de l'enfant, ou la peur de l'enfant, s'exprime et fortement, et c'est lui qui a demandé à faire ses mains. Personne ne l'avait même suggéré. Alors, d'autre part, je vais vous lire la description de la fabrication de la tête de sa marionnette qui a eu diverses modifications au cours des séances. Juste pour information, il faut à peu près 4 à 5 séances d'1 heure par enfant, c'est-à-dire à peu près un mois et demi pour que la tête de la marionnette soit faite. En général, on arrive à peu près, la gaine est faite assez vite. Dans une séance ultérieure, il avait peint une tache rouge derrière la tête de sa marionnette, comme si c'était du sang qui provenait d'une blessure, puis l'avait recouverte en peignant la tête en vert clair, presque fluo. Les éléments ronds, la couleur du fond, la couleur du nez, noir, en font une marionnette triste, enfantine et blessée. Aux séances suivantes, le changement de son attitude s'est étendu à sa marionnette. Il a continué la peinture en repassant la tête en vert, effaçant ainsi les dernières traces de la blessure du crâne. À la fin de la dernière séance, la marionnette a l'air moins triste, moins malade, plus gaie. Donc, dans l'évolution même, sur 3 ou 4 séances de la construction de la tête de la marionnette, l'enfant a l'air de déposer sa tristesse ou sa dépression et de moins la supporter, la vivre. Il semble déjà projeter quelque chose qui le soulage. 3e citation, l'enfant va faire le choix de garder sur sa création la trace de sentiments qu'il traverse, et c'est une nouvelle étape. Mario a laissé couler une couleur rouge, choisie pour les yeux de sa marionnette. Quand la stagiaire psychologue lui fait remarquer, lui propose de l'aider à éponger la couleur, il refuse et dit, comme ça, il pleure. Elle note avec beaucoup de justesse que ses yeux sont comme la marionnette dans sa globalité, à la fois blessée et blessante. Cela se retrouve dans le comportement de Mario. Il a été blessé par un abandon de sa mère quand il avait 3 ans, mais il peut être très blessant, notamment avec elle. La bouche de sa marionnette a par ailleurs la forme d'un bâillon, elle ne peut pas parler. Sa marionnette montre l'opposition qui existe entre son côté enfant qui est tourmenté et l'enfant qui tourmente. Voilà, ça c'est les notes de la stagiaire. Non, c'est les miennes.
Donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'enfant n'a jamais montré ce sentiment de tristesse directement auprès de nous. Il n'a jamais pleuré. Et la tristesse arrive après la colère. Donc là encore, on voit une évolution psychologique de l'enfant qui passe du retrait, tout à fait premier, à l'acceptation, puis à la colère, on peut dire les pinces, les mains pinces, à une tristesse profonde qui souhaite nous faire partager, qui souhaite nous montrer, en tout cas. Ce qui ne montrait pas du tout. Alors, j'aborde ensuite, sauf s'il y a des questions, mais j'aborde ensuite les deux éléments, il y en a plus que deux, mais les éléments les plus importants qu'on retrouve dans cette fabrication, c'est la projection, ensuite l'identification avec la marionnette. Donc peut-être s'il y a des questions concernant ce que je viens de vous lire, les descriptions, on peut en parler. Sinon, je passe à la projection. Juste pour répondre un peu à la question que posait Madame par rapport à la question du corps et au type de technique de marionnette adaptée, c'est vrai que c'est une question qui nous préoccupe au sein de Marionnettes et Thérapie et où on essaye aussi de trouver d'autres solutions parce que, comme on disait, le monde de la marionnette a changé. C'est vrai qu'il fut un temps, la marionnette type, quand on disait marionnette, on pensait guignol, donc presque toujours 90% marionnette à gaine. Mais c'est vrai qu'en fonction des publics ciblés, en fonction des publics avec lesquels on est amené à travailler, il y a des marionnettes qui sont plus ou moins, ou pas du tout adaptées. Entre autres, par exemple, la marionnette à gaine, si on prend la question du corps, effectivement, le fait de devoir toujours gainer, donner sa propre main comme un corps pour une marionnette. Quand, par exemple, on travaille avec des personnes âgées, où il y a tout le temps des interférences, parce que les gens bougent, ils tremblotent, etc., on est toujours amené à mettre en place des mécanismes qui travaillent contre nous. C'est-à-dire de devoir mettre la main comme corps, de l'enlever parce qu'il faut s'occuper de Madame Duchemol, voilà, lui passer le mouchoir, reprendre c'est-à-dire qu'on est toujours entre une bascule entre la vie et la mort de la marionnette avec laquelle on travaille. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont expérimenté d'autres types de marionnettes qui n'ont pas besoin de la main comme support pour continuer à exister. Par exemple, la marionnette sac. La marionnette sac qui peut avoir une très belle présence en relation avec le corps de personnes qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas... mais bon, c'est juste des exemples que je donne. Mais c'est vrai que c'est une question qui reste complètement ouverte et qui, moi, m'interroge aussi. En tant que membre de Marionnettes et Thérapie, de faire des marottes ou des gaines, jusqu'à présent, je l'ai accepté comme tout à fait quelque chose de normal. Un travail récent que je fais avec des adolescents, migrants adolescents traumatisés, m'a fait revoir complètement ma copie et où je suis obligé d'aller vers d'autres corps, juste pour leur permettre qu'eux puissent exprimer que le traumatisme s'inscrit dans une autre identité que seulement l'identité du visage. Hein? Donc un prérequis de dire que l'identité du personnage part de l'identité du visage, ok, mais quand un traumatisme ou quelque chose s'est inscrit ailleurs, ben, forcément il faut revoir la copie. Enfin, je ferme la parenthèse juste pour dire on peut encore en parler Oui, très longtemps. Excusez-moi, j'ai juste... Qu'est-ce que c'est une marionnette sac? Des marionnettes sac. Ah, les marionnettes sac, c'est des marionnettes qui ont un corps, en gros vous prenez un gant de toilette, vous remplissez avec du riz, avec de la mousse, du riz pour le lester, et vous avez une petite tête. Mais elle permet entre autres d'avoir une tenue, c'est-à-dire que c'est des personnages un peu clueless, comme ça, un petit peu, mais ils ont une tenue. Ils n'ont pas tout le temps, ils ne s'écroulent pas tout le temps. Hein. Donc et entre autres, ça permet des choses que d'autres marionnettes ne permettent pas. Par exemple, la marionnette sac permet une très grande proximité avec des personnes qui sont en manque de proximité affective et contact. Et voilà. Donc, bon, après, il faudrait montrer des exemples. Ah oui, un côté peluche, en fait. Tout à fait. Mais je pense qu'il y aura des exemples demain, etc. Mais juste pour dire que ce ne sont que des exemples. Parce qu'effectivement aussi se pose la question quand on travaille avec les marionnettes, c'est quels outils est-ce qu'on met en place pour que les outils travaillent avec nous et pas contre nous.
et avec, ou contre le public avec lequel on travaille. Voilà. Oui, moi par exemple, je reprends juste, je rebondis sur ce qu'a dit Gilbert, parce que j'ai longtemps travaillé en prison, sur marionnettes-thérapie aussi, et moi j'ai travaillé avec des marionnettes de style Bunraku. C'est-à-dire il fallait qu'elles aient des pieds, il fallait qu'ils aient des costumes, il fallait qu'ils soient habillés, qu'il y ait une image du corps qui passait autrement. Cela dit, ce que tu dis, Adeline, sur le visage, c'est primordial quand même. Enfin, donc voilà, on cherche. Voilà, puis les marionnettes sacs, elles sont comme la marionnette est sortie du Castellet. Voilà. On en joue à vue, quoi. Hein, voilà. Et les marionnettes, c'est posé sur table, hein, en général. Oui. Hein. Et donc, c'est juste pour dire, et c'est un autre qu'Adeline, dispositif dans son scénique. livre, elle aborde bien aussi, et c'est tout l'avantage du livre de Adeline, à mon sens, c'est qu'effectivement, elle repasse par tout un historique, multiculturel de différents pays, de passer par des pratiques et des exemples pour montrer qu'effectivement, les choses, si elles évoluent, c'est qu'il y a aussi des interrogations et des pratiques qui évoluent là derrière. D'où aussi, il y a quelques années, c'est vrai, quand moi je suis arrivé dans marionnettes-thérapie, le cadre de la thérapie ou le cadre de travail était le Castellet. C'était la marionnette en hauteur. En fait, on a pu expérimenté dans de nombreux stages que, à partir du moment où le cadre est institué sur une table, le table de la thérapie, la table en tant qu'espace de jeu fonctionne très très bien. Entre autres avec des marionnettes, donc des type Bunraku, ou marionnettes portées, ou ce genre de choses. Alors, dans une annexe que j'ai souhaité mettre dans mon livre, je me suis plus qu'inspirée, j'ai cité un marionnettiste italien, Mariano Docci, qui a établi un classement des marionnettes en fonction de la plus ou moins grande proximité avec le manipulateur. Et du coup, un classement en fonction du public. Alors, je vous lis juste un tout petit paragraphe, mais il faudrait en lire un petit peu plus. Pour lui, l'instrument le plus proche du manipulateur est le masque, sorte de double peau de celui qui le porte. Puis vient la marionnette à gaine, double peau, mais d'un organe décentré, la main. Plus loin encore, la marotte, que la main du manipulateur se limite à soutenir. Et enfin, le fantoche sicilien, le popo, bien séparé de son animateur, auquel il reste néanmoins encore solidement rattaché par deux tiges de fer qui forment une sorte de cordon ombilical. Enfin, à l'extrémité de la série se trouve la marionnette à fil. Bon. Alors, l'homme masqué ne peut se voir, le manipulateur de marionnette à gaine se voit mal et ne voit pas son public, ainsi de suite, jusqu'au marionnettiste à fil dont le regard embrasse toute la scène. Bon. Et ces dispositifs affectent de telle ou telle façon le public auquel on s'adresse. Donc on peut réfléchir au choix de la marionnette en fonction du public avec lequel on va travailler. Bien. Alors, sans vouloir être trop théorique, je pense que c'est quand même intéressant de parler un petit peu de la projection et de l'identification, à moins que tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Je ne sais pas du tout quelles sont vos formations, à part ceux que je connais, si vous avez un peu de domaine de formation psychologique ou pas. Non, oui. Bon, écoutez, je continue comme ça. Voilà. Alors, la projection, c'est un mécanisme de défense contre l'angoisse. Hein. C'est quelque chose qui est très courant, qui agit en expulsant de soi pensées et représentations pénibles, comme la colère, le ressentiment, la honte, qui pourraient provoquer du refoulement et de l'angoisse. C'est un sentiment particulièrement pénible. Et les place, les projette sur d'autres. Personnes, animaux, objets. On fait tout ça tout le temps. On s'en rend compte. Freud a aussi repéré que la projection ne concerne pas que les sentiments désagréables, on les appelle les mauvais objets en psychanalyse, mais peut aussi concerner les bonnes choses, les bons objets,
dont nous désirons parer quelques personnes ou objets extérieurs. Et là encore, on le fait quotidiennement. Mais si la projection est un mécanisme tout à fait inconscient, dont on voit bien comment Mario a traversé de projection sur sa marionnette, l'identification est parfois consciente. C'est dans un deuxième temps, en se reconnaissant lui-même ou en reconnaissant des traits partiels de lui dans sa marionnette, le sujet ressent qu'elle lui est familière, en partie semblable. Et donc, il crée un lien, il se rend compte qu'elle lui ressemble, parce qu'effectivement, bien souvent, la marionnette ressemble à son créateur. Il en est d'autant plus proche et proche émotionnellement. Et voilà, même quand c'est un personnage imaginaire, on peut dire que la marionnette est une forme hybride entre lui, sa réalité imaginaire, et lui, sa réalité psychique. Je et d'un autre, illustre bien cette idée de la dualité de la marionnette. Ça veut dire quoi, ça? C'est un mot. Oui, mais... Eh ben, ça veut dire que je suis, mais je peux aussi m'identifier à quelqu'un d'autre et jouer des rôles. Jouer à imiter quelqu'un que je ne suis pas, c'est le rôle du comédien, jouer d'un autre. Le comédien passe son temps à jouer un autre que lui-même, tout en gardant son jeu à l'intérieur de lui. Il ne s'en départ pas. C'est aussi ce qui permet de rencontrer l'autre, d'aller vers les autres. Oui, de s'identifier aux autres, d'être en empathie avec les autres. Oui. C'est une rencontre avec l'autre aussi. Bien sûr. C'est aussi cette phrase « je est un autre », c'est parfois utilisé, pas qu'en psychanalyse, dans le milieu artistique, pour dire que nos productions, ce qu'on dit, ce qu'on crée, c'est ça, et puis j'ai créé autre chose, j'ai créé autre chose, ou j'ai dit autre chose. J'ai voulu dire ça, puis hop, j'ai dit autre chose. Ou j'ai voulu modeler ça, et hop, c'est autre chose. Donc c'est la question de l'autre en nous aussi, je dirais. Il y a ça aussi. Et quand Adeline a dit, parfois il y a une identification consciente. Mais c'est quand on dit parfois, ça veut dire que parfois elle n'est pas consciente. Voilà. En tout cas pour la personne qui fait. Voilà. Quelquefois, même nous tous, il nous faut tout un temps, comme tu disais, d'appeler par exemple cet enfant Mario. Ça t'a échappé à toi. Complètement. Voilà. Et puis maintenant, tu ne l'as pas interprété. Ça t'a pas encombré, justement. Ça t'aurait peut-être encombré pour écrire ton Oui. Alors, je vais vous redonner un exemple, parce que je pense qu'il est assez parlant. Il se trouve qu'on m'a demandé, à ma grande surprise, si je voulais faire une formation à une équipe de personnel soignant dans un hôpital de Palestine, de Cisjordanie. Bon. Après un peu d'hésitation, j'ai accepté. Et je pensais apprendre à ce personnel soignant comment il pourrait faire des marionnettes aux enfants qui étaient à l'hôpital. Il ne s'est pas du tout passé ça. Il s'est passé qu'ils ont tous créé des marionnettes qui devaient leur servir à quelque chose pour eux personnellement. Et les femmes qui étaient là, ce sont des femmes qui souvent ont l'habitude de coudre et ont une bonne connaissance de la couture. J'avais un petit livre sur les marionnettes en tissu, mais je ne pensais pas l'utiliser parce que moi-même je ne connaissais pas grand-chose. Je voyais bien que ce n'est pas difficile, mais je n'avais jamais fait. Ils m'ont dit, si on faisait une seconde marionnette en tissu. J'ai accepté. Elles ont toutes fait, donc presque toutes fait 2 marionnettes, et l'une d'entre elles, au moment de la présentation,
Je ne sais plus ce qu'elle a dit de sa marionnette première, mais elle était triste et dépressive, sa marionnette première. Et puis elle a amené la petite marionnette qu'elle avait fait en tissu, qui était beaucoup plus petite. Et elle a dit, ben voilà, c'est son doudou, et son doudou va l'accompagner, et comme ça, elle ne sera pas seule. Donc c'était une marionnette. Elle avait conçu elle-même une... en fait, c'est un processus de résilience. Hein. Elle avait conçu elle-même une petite marionnette qui allait accompagner la marionnette souffrante pour qu'elle soit moins seule. Voilà. Alors, peut-être encore quelques mots sur l'idée que c'est une... mais on voit bien hein, qu'il y a un double qui est incarné par la marionnette. C'est un peu comme le petit double de son créateur, apte à se représenter et à transmettre ses messages. Transmettre ses messages, c'est vraiment important parce que ça va être vraiment la clé de la visée thérapeutique, enfin, ce qui va agir, la fonction thérapeutique de la marionnette, c'est transmettre des messages. Alors, j'ai essayé de un petit peu résumer ça. Il s'agit bien de la construction d'une image prenant corps et qui trouve son aboutissement dans un désir de communication avec autrui. Cette image rend compte du croisement du schéma corporel et de l'image du corps. Quant à la communication, elle peut être silencieuse, comme celle de Mario concernant les larmes, ou s'ouvrant à la parole, ce qui lui donne une volonté d'engagement et d'expression plus forte, un désir de communiquer. Alors, ensuite, je vous parle, c'est quand même dans le déroulé, hein, dans le déroulé de la... Oui, dans le... Excusez-moi, en fait, vous parliez d'identification et de projection. J'ai découvert votre livre il y a quelques mois que j'ai vraiment dévoré. Et je n'ai pas trop compris, en fait, le terme d'introjection. Vous mettez Marie-Christine, c'est la psychanalyste du groupe. Je pense l'avoir saisi, mais... Allez-y. En fait, j'ai lu votre livre parce que j'étais amenée à suivre en individuel des enfants et donc à utiliser la marionnette. Et j'ai eu un enfant qui ne se projetait pas dans la marionnette, qui ne s'identifiait pas, mais il allait quand même utiliser différentes marionnettes. Et est-ce que dans ces différences de marionnettes-là, il y avait différentes parts de lui, peut-être différentes d'autres lui-même, qui a fait qu'à un moment donné, il a enfin pu choisir une marionnette et a pu enfin s'identifier, projeter, etc. Donc, en fait, ça vient de l'introjection, ça part, au lieu d'aller de soi à la marionnette, c'est plutôt de la marionnette en soi. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai un petit lexique de mots psychanalytiques parce que je pensais que ceux qui ne connaissaient, enfin, qui n'avaient pas fait d'études de psychologie, vraiment des fois des mots compliqués, j'ai essayé. Alors, est-ce que j'ai mis introjection là-dedans? Mais des fois, je ne le retrouve plus, enfin, j'ai plus tout à fait interprétation. Ah, ça doit être dans les mécanismes de défense. Bon, il faudrait revenir dessus. Projection et autres mécanismes. Identification. L'introjection est le processus inverse. Oui, inverse donc de la projection. Elle consiste à mettre en soi des éléments jugés positifs et bons. C'est positif, hein, l'introjection. Et qualités relationnelles, sensorielles, affectives de la mère, par exemple. Voilà, effectivement. C'est le mécanisme inverse de la projection qui concerne souvent les mauvais objets, hein, projection de ce qu'on ne veut pas voir en soi. Et là, c'est mettre en soi
des qualités qu'on souhaiterait partager avec la personne qu'on introjecte. De la marionnette en fait. Ça peut être la marionnette qui présente un personnage positif, un personnage auquel on a envie de s'identifier et dont on prend des qualités supposées ou réelles. Elle peut être très jolie par exemple, mais on peut lui supposer d'être bonne parce qu'elle est jolie ou enfin bon, des choses un peu comme ça. Et on les met ensemble. Une autre question. Oui, avant que ça avance plus, c'est par rapport tout à l'heure, si j'avais entendu vous dire de dire deux messages, que je vais mettre deux messages. C'est justement ma question, quand vous dites ça, quand vous parlez de ça, c'est une projection, c'est-à-dire de la marionnette, en tout cas c'est à soi-même. Oui. Mais aussi aux autres, quand vous parlez de ça, vous pouvez développer un peu plus. Oui, enfin si j'ai bien compris votre question, c'est un mécanisme assez banal, hein, mais dont on voit, dont cette dame a vu comment un enfant s'en servait pour pouvoir, en fait, utiliser une marionnette qu'il trouve bonne, hein, qui lui convient. Il a finalement, dans le choix de diverses marionnettes, trouvé celle avec laquelle il se sent en accord, avec qui il va peut-être prendre comme modèle. Oui. Mais le fait de transmettre des messages, c'est... Les messages? Oui. Ben, les messages, je sais pas très bien quelle est votre question, mais S'il y avait entendu, la communication, dit... la valeur de communication de la marionnette. Ben, alors là, j'en ai pas encore parlé, mais la marionnette, elle va pas seulement être construite, elle va jouer. Hein, elle va derrière le castellet, elle va jouer. Elle va prendre la parole. Selon ce que l'enfant désire lui faire dire, c'est pas nous qui lui disons quoi que ce soit, il va faire. Alors, moi, dans mon dispositif, hein, qui est, je crois, assez courant, je n'ai pas que la marionnette de l'enfant. J'avais 25 marionnettes, des représentants de la famille, des représentants de métier, des animaux, des personnages fantastiques, un dragon, des loups, etc. L'enfant pouvait prendre ce qu'il voulait, c'était à sa disposition, et nous raconter une histoire. Voilà. Et d'ailleurs, assez souvent, les enfants ne prenaient pas la marionnette qu'ils avaient construite, qui était un peu comme un objet tabou, un objet à eux qu'ils n'osaient pas trop utiliser. Souvent. Juste parce qu'on parle du dispositif, et en effet, la rencontre va bientôt se terminer, j'aimerais bien qu'on aborde la question du cadre, ça me semble important. Juste tout simplement comment se met en place, même de manière spatiale, géographique, l'atelier, quels sont un petit peu les rituels en fait, de manière assez succincte. Il y a juste quand même un élément dont je voudrais reparler très rapidement parce qu'on l'a déjà nommé, mais c'est la nomination. C'est quand même extrêmement important parce que c'est ce qui permet à l'enfant de se séparer de sa marionnette et donc de pouvoir la faire jouer. Ce n'est plus lui, c'est un personnage qui s'appelle Tartampion et qui d'ailleurs peut-être changera de nom s'il veut lui faire jouer un rôle. Et c'est ce qui le décolle justement de la projection. S'il est trop projeté dans ses marionnettes, effectivement, il ne peut pas en jouer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des enfants qui ne peuvent pas en jouer. Et c'est probablement à cause de ça, parce qu'ils se sentent trop proches, malgré le fait qu'elle porte un autre nom. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu insistes sur la question du nom? Est-ce que l'enfant peut donner son propre nom à sa marionnette? Il y a des théories, justement, oui. Mais justement pas. Ni un nom d'une personne qui se trouve dans l'atelier. D'accord. Trop chargé. Oui, ça fait partie du dispositif. C'est très important. C'est pas spatial, mais ça fait partie du dispositif. La fin de la rituels, les règles. Oui, les règles, c'est ça. Oui, c'est des règles. Alors, la question des rituels, on a quelqu'un qui est très compétent dans la question des rituels. Je vais passer ici. C'est Valérie. Bon, alors, les rituels. Moi, c'est personnellement un terme que je n'aimais pas trop parce que je n'aime pas l'idée de ritualiser les choses. Mais j'ai fini par comprendre ce que dit le marionnettisme
Jean Tilram nous a expliqué plusieurs fois, c'est par exemple l'entrée dans l'atelier. Hein. Quand on rentre dans l'atelier, on ne va pas se précipiter sur sa marionnette, on fait un cercle, on se dit bonjour, comment ça va, le quoi de neuf, hein, le quoi de neuf qu'on connaît bien dans les écoles. On prend aussi le temps de s'échauffer ou au contraire de se relaxer. Ça devient des rituels. Et ces rituels favorisent un sentiment de réassurance. On refait presque à chaque fois à peu près la même chose. Et bon, on se sent... c'est ce qui forme le groupe aussi, hein, c'est les rituels de ce groupe, c'est pas un autre groupe, on n'aura pas les mêmes rituels. Donc. On arrive dans ce qui est connu aussi. Voilà, c'est connu, c'est donc rassurant, et c'est sécurisant, et voilà. Oui, c'est aussi la marque du fait qu'on entre dans un temps qui est différencié du temps d'avant. Parce qu'on va entrer dans un temps où l'imaginaire va pouvoir se déplier. Tout à l'heure, vous disiez que les enfants faisaient des scénettes individuelles. Est-ce que vous commencez par des scénettes individuelles et après c'est collectif ou directement collectif? Alors, non. Alors, non. C'est... j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Travailler avec des scénettes individuelles. Oui, mais attends, je voudrais répondre. Je voudrais répondre parce qu'il y a eu quand même du collectif de temps en temps. Je voudrais répondre à cette question. Non, si les scénettes sont individuelles, c'est que chaque enfant a quelque chose à dire avec sa marionnette et que ça serait dilué avec ce qu'un autre a à dire avec sa marionnette. Enfin, nous, en tant que spectateurs et thérapeutes, on n'y comprendrait pas grand-chose. Ça serait très intéressant au point de vue théâtral, mais au point de vue thérapeutique, on ne saurait pas trop quoi faire de ça. Par contre, il est arrivé au moins une fois, et peut-être deux, et en tout cas en maison de quartier avec des enfants moins en difficulté, on a fait un spectacle, on a fait 2 fois. Et une fois, un enfant souhaitait montrer un spectacle, le faire collectivement avec les autres enfants, et les 4 autres étaient d'accord. Donc on a construit une histoire. C'était à la fin de l'année. Ils avaient déjà beaucoup travaillé avec leurs marionnettes et leurs histoires individuelles. Donc on avait accepté. Quand je dis j'ai, on est toujours 3. Le thérapeute responsable de l'atelier, la personne qui peut aider l'enfant derrière le castelet s'il a besoin d'une aide, et le script qui va noter les scénarios. Et donc on a fait un spectacle qui avait d'ailleurs beaucoup de sens, qui était très confortant pour tout le monde et pour les parents aussi. Alors, dans la suite de la question du cadre, je reprends la question des 3 termes, parce qu'il y a 3 lieux. Dans une petite salle, hein, c'était la moitié de cette salle, il y avait une table de création pour la création de la marionnette. De l'autre côté, le castelet, qui est en fait un montant avec un tissu, un montant qu'on peut lever ou baisser selon la taille de l'enfant. Et entre les deux, donc l'espace de la création, l'espace de l'imaginaire, et entre les deux, l'espace des spectateurs, qui est partagé entre la réalité de ce qu'on voit et l'imaginaire de ce qu'on entend, de ce qu'on projette, de ce qu'on veut bien entendre ou pas entendre, selon chacun. Il y avait une table et un castelet? Oui. Donc ils pouvaient ou jouer sur la table ou... Non, la table, c'est la table du lieu de la création. D'accord, okay. Après, elle ne sert plus, enfin, elle sert pour poser des marionnettes éventuellement, mais elle ne servait pas. C'est pour dire qu'il y a 3 lieux. Et des chaises au milieu. Quand on arrive, on les met en rond, et quand on regarde le spectacle, on les met en demi-cercle. Toujours avec... Alors moi, c'est des suivis individuels, c'est pas avec des groupes, mais ces enfants, quand ils arrivent, ils sont plein d'énergie, donc c'est difficile de construire un rituel. Donc je suis plus à suivre leur mouvement
et leurs propositions, à rebondir, à voir ce qui se passe. Et un jour, je me suis dit, il manque quand même quelque chose, cet espace quand même sécure du Castellet, où on se sent contenu. Et donc j'ai construit un Castellet, mais quasiment aucun enfant ne veut aller jouer derrière ce Castellet. Il préfère rester à vue avec la marionnette que d'aller se cacher derrière le Castellet. Quel âge ils ont? Entre 5 et 8 ans. Et c'est des enfants qui présentent des pathologies? Non, ils sont en grande souffrance à l'école, enfin, ils risquent d'être placés en folie d'accueil. Je ne sais pas très bien répondre à votre question. Je sais que le tissu important, avec un tissu, est moins intimidant qu'un Castellet qui fait très théâtre, qui donne quelque chose d'un petit peu formel comme un théâtre. C'est peut-être ça qui les impressionne. J'ai mis un tissu là, par-dessus. Je me doute bien qu'il y a un tissu, oui, c'est toujours un tissu dans le Castellet. Je ne sais pas quoi vous dire. Il faudrait peut-être leur demander qu'est-ce qui les intimide. Ou... C'est possible qu'il y ait des enfants qui ne puissent pas se trouver seuls derrière le Castellet et qu'il y ait besoin d'avoir un... Je vais avec, hein, je leur pose la question et voilà, mais il y a des gens, il y a quelque chose d'inquiétant. Oui, c'est vrai. Ça peut être économique comme ça, trop contenu. Et à l'inverse, est-ce qu'ils ont pas envie de se montrer eux? Oui. Parce que j'ai déjà été confrontée à ça, où il y avait les deux dispositifs possibles. Et finalement, quand j'ai proposé de lever le Castellet pour vraiment cacher l'enfant, non, ça ne l'intéressait pas du tout. Il avait envie qu'on le voie aussi. Donc, c'est une question, hein, c'est pas de réponse, mais... Alors, moi j'ai un projet, ça me donne envie de le dire ce projet. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'écrire un bouquin à deux mains, enfin il y avait plus que deux mains, entre les marionnettistes et les psychologues. C'est-à-dire justement ce genre de questions, comment un marionnettiste l'apprendrait, comment un psychologue l'apprendrait. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est quand même une... je lance. Et vous pouvez toujours éventuellement me répondre, ou m'envoyer vos questions, etc. Parce que j'aimerais essayer de creuser ces questions-là, les deux regards, les deux techniques, les deux façons de procéder. Et voilà, essayer de... Aussi, chaque fois, c'est qu'il y a 3 personnes qui ont... Oui, dans notre atelier, il y avait 3 personnes. Pour nous, c'était très important. C'était un peu compliqué d'ailleurs sur le plan institutionnel, parce qu'on n'a jamais pu avoir 3 soignants. Donc tous les ans, on avait à l'époque, on avait la chance d'avoir des stagiaires psychologues qui restaient 1 an. C'est plus le cas maintenant, parce qu'ils doivent être payés. Alors comme les institutions ne peuvent pas payer, ben, ils ne viennent plus. Mais pendant des années, j'ai reçu des stagiaires psychologues avec comme condition de venir à l'atelier participer, et avec des réactions un peu d'inquiétude au départ, mais finalement ça se passait très bien. Et alors, il y a tout un développement à dire, mais là on se référait au bouquin, qui est effectivement la place de celui qui est l'auxiliaire de jeu. Comment il intervient ou n'intervient pas, à quel moment l'enfant a besoin de lui, à quel moment il n'en a plus besoin. C'est un pas important pour lui parce que c'est un pas d'indépendance, d'autonomie. Il n'a plus besoin qu'on vienne le soutenir, comme une mère soutiendrait son enfant. Et bon, voilà. Et ça joue parce que ce dont vous parliez, c'était les enfants reçus individuellement. Là, je pense que c'est très différent. Oui. C'est très différent quand il y a un groupe, qu'il y a la même règle pour tout le monde et qu'en plus, il y a en quelque sorte de distinction des places. Il y a non seulement distinction des temps, des lieux, mais aussi des places, même aussi entre les soignants, qui en témoignent. Et donc, il y a quelque chose qui passe auprès d'un enfant, hein, notamment parce que les enfants sont pleins de vie. C'est tout à fait autre chose que de lui dire, écoute, tu pourrais rester un peu en place. Ou les marionnettes, ça se joue derrière le Castellet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le dispositif, ça serait toute une réflexion. C'est toute une réflexion. Mais on travaille ça beaucoup dans nos formations. C'est le groupe.
Hein, Comment- le rôle du groupe. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le groupe, j'en parle dans le livre, parce qu'il y a des auteurs qui ont travaillé sur le rôle du groupe, et c'est tout à fait important, parce qu'il est à la fois dynamisant, il peut avoir un rôle de cocon, protecteur, bon, il y a toutes sortes de choses à dire à propos du groupe, et je crois que c'est beaucoup plus facile de faire travailler des enfants en groupe qu'en individuel, à mon avis. Bien que j'ai aussi, dans des thérapies individuelles, commencé avec la marionnette. Mais assez vite, on était bloqués. Excusez-moi, dans le dispositif, chaque enfant, en fait, à son tour, peut intervenir et faire son... Non, il n'intervient pas. Il y a un tour de rôle. Par exemple, ils sont limités en général à 10 minutes ou un quart d'heure. Je ne sais plus très bien ce que je donnais comme consigne. Il y en avait à peu près 2 qui passaient par séance d'1 heure, compte tenu que je faisais des choses avant de faire pour 2 ou peut-être 3 des fois, mais il y a un tour de rôle. Après la séance d'après, ceux qui n'ont pas joué vont jouer, vont être sollicités pour jouer, etc. Mais ils n'interviennent pas dans le... Ce qu'ils peuvent faire, c'est intervenir par leurs cris, leurs rires, leur tapement de pied, les applaudissements quand le spectacle a lieu. Ça, on ne peut pas les empêcher, ça fait aussi partie de la thérapie. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Loretta Bender, qui était une pédopsychiatre américaine au début du 19e siècle, qui travaillait dans un hôpital pour enfants asociaux, caractériels à New York, et qui mettait en scène des spectacles de Gansper. Gansper, c'est la petite marionnette allemande, l'Afro Jojo. Et tout le groupe des enfants vivait ensemble les aventures de Gansper, trépignaient, partager leur indignation, leur amour de ce personnage, et elle se rendait compte que ça avait un effet thérapeutique tout à fait important. Mais là, c'est un peu autre chose. C'est elle-même qui proposait les thèmes de ce que jouait Gansper, et Gansper pouvait jouer des histoires qui ressemblaient aux histoires des enfants, qu'il avait choisi pour ressembler aux histoires des enfants. Et en temps de reprise, après, où les enfants peuvent un petit peu dire ce qu'ils ont Alors, par rapport à l'histoire. encore un vaste sujet, la reprise. La reformulation, j'appelle ça la reformulation. Alors, la reformulation, elle peut se faire avec les enfants, elle peut se faire sans les enfants. C'est variable, ça dépend. Mais par exemple, il y a beaucoup de scènes dramatiques dans les marionnettes thérapeutiques. Alors moi, ça m'arrivait de dire, oh là là, tu nous as montré que la petite fille se jetait par la fenêtre, c'est vraiment comme ça que tu veux que ça se termine? Et l'enfant disait, bah oui. Il y a une marionnette à chaque fois, parce que c'est l'enfant. Non, non, ça peut être ce que je disais tout à l'heure. Il a un stock de marionnettes à sa disposition, mais un enfant. Et il peut jouer, oui, mais il peut jouer au maximum 2 marionnettes. Oui, c'est pour ça que parfois quelqu'un peut l'aider à jouer un rôle. Ça fait 2 personnages en plus, ça en fait 4. Et vous êtes interrogé sur le lien avec le... Précisément parce que je ne connais pas assez. Et bon, il y a des liens évidents. Le jeu de rôle, hein, et ensuite l'interprétation. Mais pas souhaitable du tout. Par contre, on peut faire des reformulations. Est-ce que c'est bien ça que mais c'est vraiment triste ton histoire. Est-ce que vous avez trouvé ça triste, ces enfants? Alors, il y en a qui disent oui, et puis... Elle avait bien mérité de passer par la fenêtre. Donc, on les laisse sur cette... voilà. Voilà, et puis, évidemment, au cœur de tout ça, il y a le jeu, G-E-U. On parle Winnicott, dans jeu et réalité, il faut vraiment lire Winnicott quand on veut travailler les marionnettes thérapeutiques parce que c'est merveilleux et ça donne des pistes de travail
passionnante. Hein. C'est quand même lui qui a dit à un thérapeute qui ne sait pas jouer, ben, qui retourne jouer, et puis après, il revient. Après, il sera peut-être thérapeute. Mais d'abord, s'il ne sait pas jouer, ce n'est pas la peine d'être thérapeute. C'est intéressant quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie de rester dans le jeu, je sais qu'on est presque complet, mais nous avons en ce moment écrit à Shanghai pour Et bien danser maintenant. Et dans ce spectacle, elle revisite la matière du conte et ce langage d'enfant aussi à la fois brut et sans filtre, et qui n'a pas peur de la mort, et qui est présent dans